Alors, rebonjour tout le monde. 14h04, on s'était donné un petit temps pour vous accueillir au fur et à mesure. Donc, bienvenue dans cette réunion où on a le plaisir de vous présenter un panorama de situation sur l'eau et les PME en France qui a été réalisé, qui vous présente suite à une enquête. La plupart d'entre vous soit y ont participé, soit font partie des structures qui l'ont relayée. Donc, on est très heureux de vous présenter la primeur de cette enquête cet après-midi. Et pour démarrer, donc moi je suis Anne-Laure Makinski, j'ai le plaisir d'être la directrice générale de l'AST et cette enquête s'est tenue dans le cadre d'un groupe de travail sur les PME et l'eau et s'est construit depuis janvier 2025 au sein de notre comité de la recherche. Et je vais vous faire une petite introduction pour vous présenter qui est l'AST et vous présenter dans quel cadre les travaux de ce groupe ont été réalisés. Et ensuite, je passerai la parole à Erwan Troutou, qui est l'animateur de notre groupe de travail. Je voulais aussi vous dire donc, le déroulé de la réunion. Donc, moi, je fais une rapide introduction. Ensuite, je passe la parole à Erwan, qui va vous présenter on va dire, les principales conclusions et les principaux faits marquants de ce panorama de situation. Ensuite, on aura bien entendu un temps d'échange avec vous pour répondre à vos questions-réponses et puis un temps d'échange pour voir quelles sont éventuellement vos attentes par rapport aux suites de travaux qui pourraient être données à ce groupe de travail. Et du coup, ce que je vous demanderais, c'est de garder vos questions et vos interventions pour plutôt la deuxième partie de réunion, pour qu'on puisse d'abord vous exposer les grandes lignes de ce panorama de situation. Pensez à bien lever la main si vous souhaitez prendre la parole et puis également à couper vos micros quand vous ne la prenez pas, pour qu'on n'ait pas de parasitage audio, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Du coup, pour vous présenter rapidement l'AST, l'AST, en fait, c'est une association qui réunit des professionnels dans deux domaines de compétences, les déchets et l'eau. C'est une association qui fête ses 120 ans cette année en 2025, donc a une certaine histoire et ancienneté dans le paysage des acteurs de l'eau et des déchets. C'est une association à caractère scientifique et technique et qui a été reconnue d'utilité publique en 1918. Elle rassemble environ 4000 adhérents qui sont de structures publiques ou privées et qui consacre en fait du temps d'experts à travers un certain nombre de commissions de travail et de groupes de travail sur les sujets de l'eau et des déchets. On a 4 commissions de travail dans le domaine de l'eau, une qui est consacrée à l'eau potable, une autre à l'assainissement, une troisième aux eaux pluviales et à l'aménagement, et une quatrième au sujet de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Et chacune de ces commissions est ensuite subdivisée en groupes de travail. Donc à l'AST, on a une cinquantaine de groupes de travail très actifs qui travaillent qui rassemblent en fait des experts qui échangent sur des sujets variés et qui vont bien évidemment de sujets d'actualité comme les PFAS, les polluants, les micropolluants, mais aussi des sujets plus en lien avec les sciences humaines et sociales comme le sujet de la demande en eau, le sujet de la baignade, des sujets assez variés. Et puis on a aussi une commission déchets et propreté. Et on a une particularité à l'AST, c'est que nous avons un comité de la recherche. Le comité de la recherche qui est composé d'experts scientifiques, soit issus du monde de l'entreprise, soit issus de la recherche publique, et qui consacrent du temps à travailler ensemble sur des problématiques de recherche. Et notre groupe de travail PME est donc un groupe de travail qui a été lancé en janvier 2025, qui se tient donc au sein de notre comité de la recherche, qui est composé d'une douzaine, ce groupe de travail PME il est composé d'une douzaine de membres. Et ce travail, il peut se mener grâce au soutien de la Fédération nationale des banques populaires, avec qui on travaille depuis à peu près un an maintenant, qui s'intéresse de près au sujet de l'eau et des PME et de l'eau, et qui nous fait confiance pour nous soutenir sous la forme d'un partenariat qui nous permet d'avoir lancé ces travaux. Donc, il y en a plusieurs représentants qui sont connectés, donc j'en profite pour chaleureusement les remercier et pour leur soutien et pour nous permettre de pouvoir tenir et avancer dans ces travaux dont on vous propose une première restitution aujourd'hui. Et puis, je vais tout simplement passer la parole à Erwan, donc, qui se présentera, mais qui est l'animateur de notre groupe de travail sur les PME et l'eau. Donc, je passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour l'introduction. Donc, moi, Erwan Troutou, moi, je suis dirigeant fondateur d'une entreprise qui travaille dans ce domaine de l'eau auprès des PME et qui suis évidemment adhérent
à l'AST depuis de nombreuses années. Et effectivement, quand on a discuté en début d'année avec un certain nombre de personnes volontaires du sujet, j'ai répondu par la positive à l'initiative. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je me fais le porte-parole d'une grosse dizaine de personnes qui participent à ce groupe de travail et avec lesquelles, depuis effectivement le premier trimestre, on a travaillé à essayer de l'objectif qu'on a, c'est d'ici cette fin d'année d'avoir une feuille de route et des actions claires à porter pour les années qui arrivent. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter en comité relativement restreint aujourd'hui aux gens qui ont bien voulu participer au premier travail d'enquête ces résultats pour qu'on puisse échanger dans un premier temps en plus petit comité pour derrière pouvoir définir des actions, diffuser plus largement justement auprès des cibles de ce travail-là. Quand on parle là de PME, on parle bien sûr de PME utilisatrices d'eau. On y reviendra derrière. Mais en gros, si je dis pas de bêtises, et j'étais pas au tout début des discussions, mais l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de grandes entreprises ont pris le sujet de l'eau à bras-le-corps et que c'est beaucoup moins le cas dans les PME au sens large. Et donc, se pose la question de comment on accompagne ces entreprises de taille plus réduite et avec des moyens souvent plus réduits sur ces sujets et sur le sujet complexe qui est la gestion de l'eau dans leur activité. Donc, notre premier travail sur le premier trimestre et le second trimestre, on a pensé qu'il était pertinent de construire une enquête pour aller chercher un peu les freins, les leviers, les tendances de l'usage et de l'utilisation et de la connaissance de l'eau au sein de ces PME. Donc, on a travaillé sur le second trimestre et le troisième, justement, à diffuser ce questionnaire-là, à analyser les résultats. Donc, on avait un questionnaire orienté, dont on va vous présenter les résultats aujourd'hui, orienté vers les entreprises utilisatrices d'eau. Et ensuite, on avait un deuxième travail où chacun, au niveau du groupe de travail, on a interrogé beaucoup de gens qui sont aujourd'hui autour de la table, des syndicats professionnels, des chambres consulaires, évidemment les pôles de compétitivité qui aujourd'hui font partie intégrante de ce groupe de travail, etc. En tout cas, un certain nombre de sachants du secteur pour partager un peu la vision, les résultats et essayer de construire un plan d'action enfin voilà, l'idée n'est pas de refaire ce qui existe déjà, l'idée c'est d'ajouter à ce qui existe déjà de manière intelligente et concertée pour justement permettre le passage à l'action de ces entreprises. Donc, je ne reviens pas, mais l'idée, voilà, on a séparé en 4 parties la présentation des résultats. Volontairement, on va passer. Je vous laisse noter, garder vos questions qu'on reprendra volontiers après. Donc, n'hésitez pas à les noter d'ores et déjà dans la partie fil de communication. Et puis, avec Anne-Laure et Audrey, on y reviendra les unes après les autres en suivant dans la seconde partie. Hop. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà, donc aujourd'hui, on a lancé ce questionnaire courant mai. Il a été, je crois, clôturé courant septembre de cette année. Et déjà, un petit tour d'horizon des structures interrogées. On a eu 92 répondants. Donc, à la fois 92, c'est un nombre qui peut, on va dire, questionner dans le sens où c'est pas énorme. Et ça, on en est très conscient. C'est-à-dire que les résultats qu'on vous présente là, ils n'ont pas de valeur statistique. Et ça, la façon dont on l'a diffusé, enfin, il y a plein de choses. En tout cas, et l'idée n'est pas de présenter des résultats statistiques. L'idée, il est d'identifier les tendances. Il est d'identifier aussi, on est très conscient que les gens qui répondent à ce type de questionnaire sont plutôt des gens avertis ou sensibilisés au sujet, parce que les gens qui ne sont pas sensibilisés au sujet, généralement, ils répondent pas ou peu. Enfin, oui, est-ce qu'ils vont prendre le temps, en tout cas, de répondre? C'est la vraie question. Donc ça, il faut avoir conscience, en tout cas, dans tous les résultats qu'on vous présente de ça. À la fois 90, 92 et dont 81 utilisateurs d'eau,
ça montre qu'au final, les gens ont joué le jeu de répondre en tant qu'utilisateur d'eau, et ça c'est important, et ça montre un nombre de réponses important, en tout cas non négligeable en tout cas. On voit la répartition que vous avez là par type d'activité à gauche ou à droite. On a regroupé là dans 3 thèmes bleu l'industrie, gris l'artisanat et orange les services, où au final on va retrouver quand même une grande variété. Euh, qui est d'ailleurs assez ressemblante à la variété du secteur d'activité et des tailles de structure qu'on peut avoir en France dans nos entreprises. Euh, on va retrouver aussi beaucoup de TPE, hein, toutes petites entreprises, en plus des PME, et un certain nombre d'entreprises plutôt typées ETI, qu'on a choisi quand même de conserver dans la présentation des résultats qu'on a fait. Parce qu'on considère d'une part que beaucoup de TI on va dire, ont différents sites industriels qui peuvent avoir la taille de PME. Voilà, et deux, dans aussi l'analyse des réponses, enfin voilà, on trouvait pertinent de conserver, de ne pas se restreindre, parce que dans le titre de l'étude, il y a écrit PME. Je pense que voilà, c'est important de rester ouvert là-dessus. Euh, un point sur la façon dont on a défini l'utilisateur d'eau versus non-utilisateur d'eau. En fait, la variété des questions nous a permis, à la lecture des questionnaires et des réponses, de pouvoir avoir réellement identifié la posture de la personne qui répond. C'est-à-dire que certains ont répondu comme des experts du sujet, on y reviendra derrière, plus que comme des utilisateurs d'eau en eux-mêmes. D'autres ont répondu vraiment comme des utilisateurs d'eau, et c'est comme ça qu'on a défini, on va dire, cette définition. Donc vous verrez que beaucoup des réponses qui nous sont présentées, on ne se concentrera que sur les 81 réponses d'utilisateurs d'eau et pas les 92 répondants. Donc là, petit commentaire, et après on y reviendra un peu moins sur les aspects non utilisateurs d'eau. Alors, c'est des réponses, hein, on les enlève dans les analyses derrière de l'usage. Par contre, on les réintégrera sur la fin sur les questions des leviers, des contraintes, des freins. Et on voit que là, on a plutôt soit des bureaux d'études, des laboratoires de recherche ou des institutionnels de différentes tailles qui ont répondu en tant que non utilisateur d'eau, donc plutôt en tant qu'expert pour apporter son avis sur le sujet, à l'image des autres, enfin à l'image de ceux qu'on a pu consulter en direct. Voilà. Hop, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler déjà dans un premier temps de la partie connaissance et perception du sujet eau dans l'entreprise au niveau des réponses. Donc, voilà, il y avait une première question qui était sur effectivement la connaissance de la quantité d'eau prélevée, du volume ou de la facture d'eau. C'est-à-dire, en gros, savez-vous combien votre entreprise consomme d'eau? Et on voit qu'au final, les réponses sont alors, mitigées. 50% en tout cas des répondants euh, n'ont pas la connaissance de leur facture d'eau. Alors, il est fort probable, hein, que ce soit parce que c'est pas forcément la personne dans l'entreprise qui a l'information et que d'autres personnes l'ont. Par contre, ce que ça montre, c'est que c'est pas une information aussi connue que des métriques comme le chiffre d'affaires ou comme des indicateurs clés de l'entreprise. Donc là, ça peut montrer un axe de progrès. Ensuite, ce qu'on voit sur les autres graphes où on a représenté soit par taille de structure, soit par type d'activité, c'est qu'on va retrouver, alors sur le bas par taille de structure, assez naturellement, plus l'entreprise est petite, moins elle est consciente du volume d'eau qu'elle consomme. Donc ça peut paraître cohérent parce que plus on en consomme, plus on est au courant du sujet, hein. Et derrière, par type d'activité, où on voit qu'au final, les entreprises industrielles et l'artisanat, donc plutôt là où l'eau est utilisée pour la production en soi, sont plutôt plus au courant du volume d'eau qu'ils consomment que les entreprises du service, où là, dans les entreprises de service, on va avoir beaucoup de personnes qui sont au final, qui n'utilisent l'eau que pour des sanitaires ou ce type d'usage. Hop. Euh, Derrière, on a. Alors, je passe volontairement assez. Enfin, au final, on a choisi, hein, de faire tout d'un rang et de garder toutes les questions pour la fin. Donc, je passe, mais une fois de plus, n'hésitez pas à noter et à commenter.
Et Anne-Laure, si tu considères que c'est important que je m'arrête, tu m'arrêtes pour faire un focus sur un point. Euh, Ensuite, on a demandé aux différents interrogés quelle était leur perception de l'eau dans leur activité. À quel point elle était, est-ce que c'était un sujet? Est-ce que c'était pas du tout un sujet? Est-ce qu'il était à minima connu mais sans action? Et donc là, on retrouve, bah, on retrouve que pour aller un peu 40% des gens, il est identifié, il y a des actions dessus. Ça veut dire que pour 40%, c'est aussi un sujet qui est connu mais sans action. Donc, c'est-à-dire que pour 60% des répondants, soit c'est un sujet qui n'existe pas, soit c'est un sujet sur lequel il n'y a pas d'action particulière. Donc, entre guillemets, on se dit, bon, bah, on a bien une cible sur laquelle on peut agir pour les accompagner à les mettre à l'action. Si on regarde ces chiffres-là par type d'activité, on voit qu'en fait, sur les gens à l'action, bah, enfin, quelle que soit la typologie d'activité, alors évidemment, on peut aller dans une granularité plus fine pour voir exactement quel secteur est plus à l'action que d'autres, mais globalement, on voit qu'il n'y a pas un secteur principal qui est vraiment à l'action et les autres qui n'y sont pas. Ça, c'est assez réparti. On voit par contre juste que sur l'artisanat, le sujet est inexistant sur un certain nombre de TPE artisanales, voilà, plus peut-être qu'en industrie ou dans les services. Donc une situation globalement contrastée, c'est globalement identifié, mais pas toujours de l'action. Et on sent voilà, un besoin de mieux connaître, de mieux conscientiser le sujet qui commence à poindre, qui va se renforcer par la suite, euh, comme vous allez le voir. Derrière, on avait posé une question plutôt associée à la dépendance de l'activité. C'était une question sur votre activité est-elle dépendante ou pas de l'usage d'eau, et avec des réponses fortement dépendantes, peu dépendantes et je ne consomme de l'eau. On avait choisi de séparer effectivement les gens qui ne consommaient de l'eau que pour les usages domestiques euh, dans cette question-là. Là, on retrouve les réponses qui vous sont aussi présentées par taille d'entreprise, euh, où on va dire que enfin, nous, bon, 40% qui ne consomment de l'eau que pour des usages domestiques, ça c'est une information voilà, importante à avoir dans l'analyse des autres réponses, mais qu'on a là. Par contre, ça nous montre que sur les 60 autres pourcents, un tiers, au final, considère que leur activité est peu dépendante à l'eau. Donc, ce qui est, on va dire que nous, de notre point de vue, enfin moi, je dis nous au sens du GT, il y a très très peu d'activités qui consomment de l'eau pour autre chose que des usages domestiques, et donc pour lesquelles l'activité est peu dépendante à l'eau, parce que le jour où l'eau vient réellement à manquer, la plupart des activités, on est obligé de les arrêter, et quelle que soit l'échelle. C'est-à-dire que le jour où on n'a plus d'eau potable au robinet, alors quelque chose qui est à mon avis très peu conscientisé par tous les gens qui répondent, à part peut-être les industriels importants qui ont pu avoir des arrêtés de sécheresse, ce genre de choses. Euh, Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ne peuvent pas réaliser leur activité et sont obligés d'arrêter leur production. Donc là, il y a un sujet, en tout cas, d'aller vers ces personnes-là pour rendre conscience de l'importance, on va dire, de l'eau dans leur activité. Euh, Si on regarde de manière un peu plus différenciée, euh, entre les différentes tailles d'entreprises, on voit qu'assez naturellement, plus les entreprises sont grosses, plus elles sont dépendantes à l'eau, même si il y a un certain nombre de grosses entreprises qui se considèrent très peu dépendantes à l'eau. Donc, ce que je disais, hein, c'est le 20% de répondants qui se disent peu dépendants à l'eau, effectivement, enjeu de conscientisation de l'importance de l'eau dans leur activité de production. Derrière, on a demandé aux utilisateurs d'eau et au final, par type d'activité, quels étaient les types d'eau qu'ils pouvaient être amenés à utiliser. Donc,
aujourd'hui, est-ce qu'ils avaient, est-ce qu'ils avaient des exigences sur la qualité d'eau et ensuite quels étaient les types d'eau pour ceux qui avaient des exigences qu'ils utilisaient? Aujourd'hui, seuls, au final, 37% des répondants ont une réelle exigence sur la qualité de l'eau. Donc ça montre une chose, c'est que je pense que la plupart considèrent en fait l'eau potable comme une norme et pas forcément une exigence. Donc ça, c'est un constat. Et en soi, déjà, le côté eau potable est déjà une qualité d'eau en soi. Voilà. Et ensuite, on vous a mis sur ce graphique, en fait, selon la typologie d'activité, hein, vous avez toujours orange service, gris artisanat et bleu industrie. On voit qu'au final, on a évidemment, enfin, on a un peu de chaque, enfin, des couleurs sont assez, comment dire, réparties sur chaque ligne. Donc, on retrouve bien les différents usages et qualités d'eau et exigences qu'on peut avoir sur la qualité d'eau. Et ça, c'est, à mon avis, un des gros sujets dont on parlera à la fin. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'eau, on parle de beaucoup de choses. Et vous voyez, là, on parle d'eau ingrédients, d'eau de chauffage, d'eau de refroidissement, d'eau de process, de sanitaire, d'eau d'agrément, etc. Et donc, ça rend le sujet de l'eau à la fois très complexe et très spécifique à chaque TPE, PME et utilisation qu'il en fait. Euh, donc, derrière, on a été demandé à ces mêmes entreprises le fait de savoir s'ils avaient un salarié en charge de la thématique eau. Euh, Est-ce que c'est un salarié dédié ou une des missions d'un salarié? Est-ce qu'ils ont personne ou est-ce que le sujet n'est pas défini pour une personne mais appréhendé collectivement, ce qui est en bleu hein, sur ces graphiques. Donc là, on voit que 50% à peu près des répondants ont une personne qui a dans ses missions le fait de traiter le sujet de la gestion de l'eau sur leur site. On voit aussi que 28% n'en ont pas du tout et qui n'est donc même pas appréhendé collectivement, puisque c'était le dernier choix. Si on regarde par type d'activité les réponses. On voit que dans l'industrie et les entreprises de services, généralement, on a quelqu'un de bien identifié, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'artisanat et la partie hôtellerie-restauration. Alors, c'est des résultats qui peuvent paraître un peu évidents quand on les présente comme ça, mais qui montrent une vraie diversité des actions à mener selon les cibles, à mon avis, qu'on visera. Et ça montre, je pense, qu'il ne faut pas justement accompagner de la même manière sur ce sujet-là, par exemple l'artisanat et la partie hôtellerie-restauration, que des entreprises de services ou d'industrie, parce qu'ils n'ont pas la même organisation pour traiter le sujet. En bas, on voit une autre chose qui peut paraître aussi assez naturelle, mais plus la structure est importante, euh, plus on a quelqu'un qui va être vraiment en charge de ce sujet-là, et que c'est vraiment les petites entreprises qui ne prennent pas le sujet à bras le corps, parce qu'elles ont de multiples choses à gérer, parce que les consommations d'eau aussi alors, comment dire, ne nécessite pas de prendre le sujet, en tout cas dans les priorités. Donc c'est ça qui explique sûrement ce résultat. Euh, Dans la même idée de savoir à quel point les gens connaissaient le sujet de la gestion de l'eau, on leur a demandé s'ils connaissaient leurs obligations réglementaires sur la qualité des eaux rejetées. Et là, on est assez étonné de voir que plus de 80% des utilisateurs d'eau n'ont pas connaissance de devoir se soumettre à une réglementation. Ou considèrent ne pas y être assujettis. Donc ça montre clairement un cadre réglementaire qui est méconnu, hein, puisque a priori, il est fort peu probable qu'il n'ait pas d'obligation sur, à minima, un règlement d'assainissement lorsqu'ils sont raccordés à un réseau d'assainissement. Donc, donc là, ça nous montre deux choses. Ça nous montre premièrement que le cadre réglementaire est méconnu, et ça nous montre que malgré ça, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui travaillent sur le sujet, hein, on l'a vu précédemment. Donc ça veut dire que la réglementation n'est pas le seul levier, en tout cas, pour faire avancer les entreprises.
Alors, on est d'accord, on était assez d'accord au niveau du groupe de travail pour dire que sur le terrain, quand on accompagne des PME, on voit quand même que c'est un vrai accélérateur d'être poussé par la réglementation. Euh, Par contre, c'est pas le seul levier. Voilà. On retrouve la présentation de ces résultats aussi par le type d'activité où on voit que c'est pas, entre guillemets, c'est pas que l'artisanat qui est, par exemple, moins expert sur le sujet de l'eau parce que moins de moyens à y mettre, comme on l'a vu sur la slide précédente, mais les réponses, elles se répartissent tant sur la partie industrie que artisanat que service. Je vois qu'il y a une inversion sur ce graphique des couleurs. Je m'en excuse. Euh, euh, voilà, et après, là, on peut assez naturellement sur le, par contre, par taille de structure, on voit que c'est plutôt les plus petites entreprises qui n'ont pas connaissance que les plus grosses dans sur ce graphique-là. Ensuite, on a demandé aux utilisateurs d'eau s'ils étaient accompagnés en contact avec des structures pour les accompagner. Donc, un sur deux se dit à peu près en contact avec des structures. Principalement, j'ai en tête c'est l'agence de l'eau qui était loin devant et derrière les syndicats professionnels, les chambres consulaires. Hein. Euh, on voit qu'au final, les entreprises qui sont en contact sont principalement les entreprises de services et l'industrie versus artisanat et hôtellerie, restauration, camping, tourisme. Euh, Là, derrière, nous, on identifie aussi un besoin de clarifier, de communiquer sur qui fait quoi sur le secteur. Ça, on l'identifie aussi dès toutes les réponses parce que à chaque fois, il y avait des réponses autres et des réponses qui permettaient à un certain nombre de personnes de préciser euh, les, les structures avec lesquelles elles étaient en contact. Et on a identifié une vraie diversité de réponses avec certaines très complètes et d'autres au contraire très light, je ne sais pas où aller ou que faire. Donc, euh, donc là, c'est ça qui nous a fait aussi identifier ce besoin de clarification sur le qui fait quoi dans les structures qui peuvent accompagner. Euh, Derrière, on a, alors, elle est un peu lourde cette slide. L'idée là, c'est qu'on a voulu regarder une maîtrise un peu plus globale du sujet où on s'est posé la question en fait. Alors, là, je vais vous laisser m'écouter un peu et pas forcément regarder et lire tout parce que je pense que c'est un peu indigeste et je reviendrai sur deux, trois résultats de cette slide juste après. Mais l'idée, c'était de se dire est-ce que c'est les mêmes entreprises qui ont répondu oui à tout ou non à tout, pour faire simple? Est-ce que c'est la même entreprise qui a un salarié en charge de la thématique eau, pour qui l'eau est importante, qui connaît sa consommation, qui connaît ses obligations réglementaires, etc., etc. Donc, on a attribué des notes qu'on n'a pas pondérées d'ailleurs hein, à tous les critères de réponse que vous avez vus avant. Et on a essayé d'identifier, de se dire, parce qu'on aurait pu se dire, bah, au final, c'est les mêmes qu'on dit oui à tous, c'est les mêmes qu'on dit non à tous. Et à ce moment-là, c'est vraiment ceux qu'on dit non à tous qu'il faut aller voir et chez lesquels il faut mettre des actions en place. Au final, ce qu'on voit et ce que vous présente le graphe qui est juste dessous, là, c'est de vous montrer que en fait, c'est pas tout le monde en haut, tout le monde en bas, c'est plutôt très central et beaucoup de gens au milieu. Ça, donc, globalement, ça veut dire quoi? Euh, Ça veut dire on n'est vraiment pas dans l'idée d'avoir des gens qui partent de zéro et des gens qui sont tous très avancés sur le sujet. On a plutôt une énorme diversité de sujets avec des gens qui prennent le sujet d'un bout mais qui n'ont pas l'autre bout, etc., etc. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec à chaque fois des notes médianes ou moyennes, bah, vraiment au milieu, puisque la note maximale est 7, hein, donc on est à 3,2, légèrement en dessous de la moyenne, et avec un gros écart type, donc c'est ce qu'on a représenté là, derrière. On voit que l'industrie est généralement un peu plus haute, donc est un peu plus en avance sur le sujet que les entreprises de services et les entreprises d'artisanat, mais on voit que sur 7, globalement, on voit que dans chaque cas, d'ailleurs, l'écart type est le même, ce qui nous montre que il y a vraiment des grosses diversités dans chaque type d'industrie. On voit que de la même manière,
Alors là, on aurait pu s'attendre à ce que plus l'entreprise soit grande, plus elle maîtrise le sujet, ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas, de différence entre les 20 250 et les 250 5000. Par contre, on voit qu'on a toujours un écart type qui est assez énorme, hein, et qui montre la diversité des situations. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, de cette slide qui est comme ça un peu indigeste, d'ailleurs, on pourra peut-être la retravailler pour l'alléger un peu, mais c'est retenir un grand écart type et au final, aujourd'hui, on n'a pas des gens qui partent de zéro et des gens qui sont très avancés. On a plutôt beaucoup de gens qui sont au milieu et une grosse diversité. Derrière, on a voulu demander de la même manière, là plutôt de manière prospective, si les gens avaient conscience de l'impact du changement climatique et de la partie inondation, sécheresse, entre autres, hein, dans le changement climatique, sur leur activité future. Et on leur a demandé de noter de 1 à 10, avec 1, pas d'impact, 10, un impact majeur, voilà, de noter, on va dire, et on voit qu'on tombe sur une moyenne à 7. Euh, de la même manière, on a représenté donc ça veut dire, on va dire, un impact relativement important du changement climatique sur leur activité. Euh, de la même manière, alors, on voit des écarts types qui sont toujours très importants associés à la diversité des entreprises qui répondent. On voit que plus l'entreprise est grande sur la droite, on va dire, elles ont conscience de cela. C'est peut-être aussi en lien, plus les entreprises sont grandes, au final, souvent, plus elles ont aussi des démarches RSE à côté, et en tout cas, pu intégrer dans leur démarche RSE un certain nombre de conscientisation de ces choses-là. Après, ce qu'on voit, c'est que selon la typologie d'activité, il n'y a pas forcément de, de, de grandes différences. euh, et en tout cas sur la perception de l'impact du changement climatique. Après, on pourrait, c'est pareil, c'est une des parties où on pourrait aller un peu plus loin dans l'analyse des données, regarder plus précisément qui est en dessous de 5, par exemple, et pense que l'impact du changement climatique sera très faible sur l'activité de l'entreprise, parce que nous, on est plutôt persuadé que quand on voit les perspectives dans certains bassins hydrographiques français, bah, ça pose des vraies questions sur la poursuite des activités industrielles et sur le comment on peut arriver à justement euh, faire vivre et subsister tout cela. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose enfin, on peut toujours faire mieux, en tout cas dans la conscientisation de ces aspects-là. Voilà pour cette partie, on va dire, résultat. Dernière partie de résultat, la partie frein et levier d'action. Donc, on a demandé, hein, aux différentes personnes répondantes, pour eux, quels étaient les freins, quels étaient les leviers d'action à mettre en œuvre pour justement permettre que les PME utilisatrices d'eau passent à l'action. Euh, Premièrement, sur les freins, donc on a demandé aux entreprises d'identifier quels étaient aujourd'hui leurs freins et qui faisaient qu'elles ne passaient pas à l'action. On voit qu'en tête arrive de manière quasi égalité ce n'était pas une priorité jusque-là. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui une priorité, toujours, mais ça peut le devenir. En tout cas, il y a un vrai sujet de priorisation des sujets à l'échelle d'une PME et d'avoir conscience qu'aujourd'hui, le sujet eau n'était pas une priorité. Est-ce qu'elle l'est aujourd'hui? C'est pas encore sûr. Est-ce qu'elle va le devenir? Nous, on en est assez persuadés. Mais voilà. Et après, le deuxième sujet, c'est je ne connais pas les solutions envisagées, je ne sais pas comment m'y prendre. Ensuite, on voit qu'il y a les autres réponses, hein, qui arrivent derrière. On voit d'ailleurs que toutes qu'on va retrouver de manière assez variée ces trois grands secteurs. On voit quand même qu'au niveau de l'artisanat, on a quand même 16 réponses là sur les deux premières lignes, donc c'est très concentré sur c'est pas une priorité et je ne sais pas comment m'y prendre. Donc là, en tout cas, il y a un sujet
de voir comment rendre visibles et lisibles les structures, les organismes, les solutions qui permettent d'accompagner ces entreprises sur comment prendre le sujet de la gestion de l'eau à leur échelle et ensuite des guichets, en tout cas des possibilités d'accompagnement tant techniques que financiers possibles. Derrière, quand on a demandé donc, sur les contraintes, donc là on a un certain nombre de réponses qui ont plutôt des réponses écrites. En fait, alors bon, on vous a mis là un petit extrait d'un certain nombre des 33 réponses qu'on a essayé de synthétiser. On a 2 slides comme ça, tout ça pour vous montrer que les contraintes, elles sont très différentes, très spécifiques. C'est-à-dire que chaque répondant avait son exemple qui lui était propre et qui n'était pas le même que les autres. Donc c'est ça aussi hein, qui rend le sujet complexe. Mais sur donc, des contraintes financières, des contraintes plus techniques, des contraintes qui vont être aussi organisationnelles et ressources humaines. Et en soi, il n'y avait pas une de ces contraintes qui était vraiment devant toutes les autres. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, au niveau des contraintes, des choses qui se dégageaient clairement. On va avoir l'aspect réglementaire et normatif, l'aspect environnemental ou géographique, l'aspect contraintes sectorielles spécifiques aussi. Alors, il faut savoir, je ne le vois plus, mais je ne l'ai plus, mais il y a quelques entreprises qui ont aussi répondu qu'elles n'avaient pas forcément de contraintes perçues. Voilà, c'était aussi intéressant de le. Voilà. Donc, sur cet aspect contrainte, de comprendre la variété, la spécificité de chaque cas d'étude, ce qui rend le sujet d'appréhension complexe. Dernière, on a demandé à tout utilisateur d'eau ou non utilisateur d'eau de répondre à la question qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place. Alors, on a une liste, hein. Outre ces 4 catégories, hein, tout le monde pouvait répondre et rajouter du texte puisqu'on leur demandait de préciser. Donc, ça nous a donné un certain nombre d'idées ou en tout cas on a une liste, je pense, d'au moins entre 50 et 100 lignes d'idées d'actions à mettre en œuvre. Ce qui est intéressant là de voir, c'est que donc il y a 92 répondants, hein, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. On voit que plus d'un utilisateur plus d'une personne sur 2 ayant répondu au questionnaire disent qu'il y a besoin de sensibilisation, de conscientisation et de bien caractériser les enjeux. Donc, ça reste un sujet vraiment majeur et il faut mettre en place des actions pour que les gens se rendent compte de ce qu'il existe, de ce qu'il est possible de faire, de la prospective aussi, qu'est-ce que ça va être. Et puis, c'est pas dans 15 ans, hein, je pense que dans 5 à 10 ans, on aura déjà des modifications associées au changement climatique. Donc, et parfois, on l'a déjà dans certaines zones de France bien particulières. Voilà. Ce qui ressort ensuite en 2, donc quasiment une entreprise sur 2 a évoqué le besoin d'accompagnement technique et même avant le besoin d'accompagnement financier. On revient à l'idée de la difficulté d'appréhender le sujet, à la difficulté de par quel bout prendre en fait le sujet haut dans son entreprise. Et ça, c'est le deuxième sujet, avant de parler d'accompagnement financier et d'autres idées. Voilà. Donc, on a essayé de vous synthétiser là en une slide de conclusion. Nous, ce qu'on constate à notre échelle, et puis s'il y a d'autres membres du GT qui sont autour de la table qui veulent compléter ma conclusion avec grand plaisir, mais que aujourd'hui, c'est un sujet globalement identifié, mais pas encore pris en considération, voire sous-estimé. Qu'il y ait une vraie diversité. Alors ça, on pouvait s'y attendre, hein, mais elle est réelle. Selon le secteur d'activité, la taille, les usages, en soi, on va avoir une appréhension totalement différente du sujet. Et c'est difficile. Enfin, en gros, on n'aura pas des actions généralisées. À mon avis, il va falloir avoir des actions plutôt enfin, en tout cas, il va falloir prévoir aussi des actions. Il est important de conscientiser de manière générale, mais derrière, pour mettre à l'action, il faudra aussi avoir des actions plus ciblées
et qui répondent aux vraies problématiques que rencontrent les TPE-PME sur le terrain. Le sujet de l'eau, globalement, on sent que c'est un sujet très, on a dit personnel, dans le sens où c'est très en lien avec l'usage qu'on en a, l'importance de l'usage qu'on en a. Je pense que c'est aussi très en lien avec la facture d'eau qu'on a. Et aujourd'hui, pour l'instant, la facture d'eau, pour la plupart des entreprises, elle est encore très réduite par rapport à beaucoup d'autres factures. Donc, ce qui fait que c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours, euh, pour un certain nombre d'entreprises, mis sur le dessus de la pile, et que c'est vraiment quand elle viendra à manquer qu'elle sera mise sur le dessus de la pile, ce qui est à notre goût évidemment trop tard. Je pense pour la plupart des gens qui sont aujourd'hui autour de la table. Donc là, il y a vraiment des stratégies d'action qui sont à imaginer avec, selon les cibles, que ce soit sectorielles ou taille, peut-être des actions différenciées. Bon, la conscientisation, la sensibilisation, on en a parlé. On voit que le cadre réglementaire est globalement méconnu, que l'eau potable, c'est une évidence et pas forcément un enjeu, que les impacts à moyen terme enfin, en gros, sont pas encore bien évalués ou pourraient être mieux partagés. Euh, donc, euh, euh, donc là, et que les plus petites entreprises sont assez naturellement moins avancées que, que les plus grandes, ce qui est aussi en cohérence avec la problématique du sujet par rapport à la taille et puis les moyens qu'ils peuvent y mettre en place. Pour finir, on voit que c'est un sujet complexe et transverse. Aujourd'hui, il y a un besoin de clarification sur le qui fait quoi, par quel bout prendre le sujet, euh, et, et un besoin d'accompagnement à ce propos. Voilà, moi j'ai déroulé à peu près là, les résultats de manière assez rapide. J'espère que j'ai pas été trop vite. On peut revenir évidemment si vous avez des questions sur un certain nombre de résultats pour prendre le temps de les expliciter. Et puis si jamais, une fois de plus, si jamais quelqu'un du GT veut ajouter un message qui aurait été oublié ou retranscrit, il ne faut pas hésiter. Michel. Oui, en fait, c'était pas pour parler d'un message oublié, mais c'est peut-être pour enfoncer un clou de ce que tu as déjà dit. Je pense que on voit quand même que les petites entreprises dans l'artisanat sont ont un peu moins conscience en fait des enjeux de changement climatique et ont un peu moins conscience des contingences de réglementation. Et ça vient probablement en partie du fait qu'elles sont noyées dans un tissu urbain où il y a l'eau potable au robinet en fait. Donc pour elles c'est un point d'entrée et réseau d'assainissement à la sortie. Et pour elles c'est un point de sortie. Et donc du coup en fait elles n'ont pas conscience forcément du fait qu'il puisse y avoir une raréfaction en fait de l'alimentation d'eau potable qui dans l'esprit populaire est un peu sanctuarisée. Et sur le rejet assainissement, pour eux, c'est géré en fait par les collectivités ou l'exploitant qui en avale en fait, et donc c'est plus leur sujet puisque ça sort de leur périmètre. Et donc je pense qu'il y a sur la conscientisation un travail de fond à faire pour arriver à leur faire prendre conscience qu'il y a quand même pas mal d'enjeux et que ça peut les concerner au premier chef. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des étonnements particuliers suite à la présentation de ces résultats pour les personnes présentes? C'est la première intervention qui est toujours la plus dure. Peut-être parmi les structures qui nous ont aidés à relayer justement cette enquête. Et voilà, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que ça vous étonne? J'ai l'impression que Joanne, tu voulais intervenir aussi. Je voulais remercier pour la qualité de cette enquête. C'était intéressant d'en avoir aujourd'hui, en effet, votre éclairage. Il y a un point qui est vraiment, on voit déjà qu'il y a une nécessité de conscientiser, hein, vous l'avez dit, sur ce sujet clé. Et alors surtout le dernier point, besoin d'information, de clarification sur le qui fait quoi, sur les différents acteurs, sur vers qui en tant que PME pourrais-je me tourner en fonction des différents sujets qui viennent à moi. Ça va être, je pense, assez cœur hein,
pour des personnes qui ne sont pas experts et qui ont besoin de trouver des solutions opérationnelles. J'ai une question complémentaire. Quelles sont les fonctions du groupe de travail qui ont travaillé sur ce questionnaire? Vous faites allusion à un groupe de travail. Oui. Qui Je dirais est dans ce groupe de travail? Oui, En gros, hein, c'est des adhérents de l'AST qui se sont, on va dire, qui travaillent bénévolement et qui ont été volontaires pour participer à ce groupe. Dans ce groupe, on va avoir des structures privées, Sapova, le bureau d'études en effluents industriels, on a, comment dirait notre Anderson, pareil, on va avoir des collectivités, on va avoir les pôles de compétitivité, on va avoir des structures de recherche. Pardon, dans les structures privées, il y a Michel qui était Suez Consulting. On a Odyssée Environnement qui accompagne les entreprises sur des productions d'eau d'utilité, eau de chaudière, eau de refroidissement. On va avoir Anne Burgalière, donc c'est la collectivité de Limoges qui avec une action sur le territoire en transition hydrique, a pas mal accompagné ces PME justement sur ces questions-là et qui participent. Évidemment, Anne-Laure et Audrey de l'AST. Qui est-ce que j'ai oublié? Donc, Pôle Aquavalais, Pôle Aquanova. Le CRIT, Génie des procédés de l'environnement, qui est à l'INSA Toulouse, qui est une structure de transfert de technologie qui accompagne les PME et industriels sur des questions de gestion d'eau aussi. Est-ce que j'ai fait le tour de tous les participants? Évidemment, je m'excuse auprès de... Voilà. Donc là, ouais. Voilà. Pardon, Anne-Laure? Je disais que tu avais fait le tour. Effectivement, c'était complet. En fait, on a des experts du public et du privé, on a des représentants du monde de la recherche, on a une collectivité. Donc, je pense qu'il y a un point de vue assez large, on va dire, sur les PME et l'eau. Michel, tu voulais rajouter quelque chose? En fait, non, je voulais écrire quelque chose et puis je me suis trompé de bouton. Non, c'était juste pour dire que c'est un lien, il y a un lien avec la demande en eau. Il y a un groupe de travail que je co-anime sur la demande en eau et donc là, on est un peu sur des sujets qui sont connexes. Et donc, voilà. C'était juste pour dire qu'on avait un groupe de travail aussi sur la demande domestique en eau, qui permet en fait aussi puisqu'on voit qu'on est un petit peu sur des buts un peu connexes pour tout ce qui est urbain. Et de voir un peu comment tout ça interagit en fait. Oui. Magali? Oui. Excusez-moi, j'essaie de mettre ma caméra en vain. Désolée. J'avais une question parce que c'est intéressant. Il y a presque un petit peu plus d'un an des renouvellements au sein des comités de bassin. Est-ce que vous avez prévu une communication, un partage auprès des administrateurs des comités de bassin, des équipes? On n'a pas encore réfléchi à... Enfin, l'idée, c'est que cette enquête, en fait, elle soit effectivement diffusable au plus grand nombre. Pour l'instant, on souhaitait vraiment pouvoir présenter à ceux qui l'ont relayé ou ceux qui y ont répondu en avant-première les résultats et puis vous écouter un petit peu sur comment ça résonnait, soit par rapport à peut-être aux idées que vous aviez déjà toutes faites sur le sujet ou à l'inverse, quel était votre rapport d'étonnement. Et l'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir la diffuser au plus grand nombre aussi pour pouvoir très certainement ensuite lancer j'allais dire, pour moi, cette enquête, elle appelle en fait des actions ensuite pour accompagner les TPE et PME parce qu'on voit qu'il y a une belle, il y a une belle marge de progression et des belles actions à mener pour que ces enjeux de l'eau ils soient peut-être mieux connus, mieux cernés et puis aussi que on puisse mettre en relation, on va dire, les apporteurs de solutions avec les structures qui en ont besoin. Et effectivement, je n'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne suggestion pour qu'on puisse communiquer auprès effectivement des comités de bassin. Ça peut être très intéressant. Et je vous propose qu'on puisse en reparler du coup. Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis en charge de l'animation des territoires pour le pôle transition.
Mais mes collègues Sébastien Sureau et Mona seront ravis en tout cas que je leur transmette les résultats parce que c'est notre gros sujet et donc les constats, on les fait également vis-à-vis également de nos structures territoriales. Et du coup, c'est comment remettre les entreprises au cœur du sujet et qu'elles puissent s'en emparer. Donc oui, je suis partante. Peut-être je précise pour les personnes qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas que vous travaillez au MEDEF. Oh, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était affiché, pardon. Oui. Le MEDEF a fait un gros travail aussi sur ce sujet des entreprises et de l'eau, puisque vous avez publié un guide de l'eau en mars 2024 dont vous avez mis le lien dans le... On a mis le lien et j'invite tout le monde à nous faire des suggestions pour qu'il soit peut-être plus digeste et encore plus agile en tout cas, notamment pour les TPME. Et d'ailleurs, je permets de rebondir. Mais dans le cadre du groupe de travail, on a aussi fait un travail un peu d'identification on va dire, état de l'art aujourd'hui des différents guides, hein, puisqu'effectivement, il y a ce guide qui est très intéressant et fait par le MEDEF. Il y a le conseil de filière, le CSF, qui a aussi fait. Enfin voilà, il y a un certain nombre de guides aujourd'hui, justement parce que ce constat qu'on porte, hein, on n'est pas les premiers à le porter. Et on n'est pas les premiers à imaginer des choses pour essayer de mettre les entreprises et les plus petites à l'action. Donc l'idée, hein, aussi de ce groupe de travail, c'est de se baser sur ce qui existe et ce qui est bien fait. Ce guide en fait partie pour essayer comment dire, enfin voilà, enfin, on parlera des actions après, mais on ne veut pas rajouter une couche au millefeuille. Et justement, si on veut éclaircir et clarifier, c'est plutôt en relayant des bonnes actions. Donc, il y aura une deuxième étape de travail de ce groupement qui a pour l'instant plutôt travaillé de manière un peu, enfin, alors, je ne sais pas comment dire, mais de manière plutôt discrète, on va dire ça comme ça. En tout cas, on a travaillé avec les différentes personnes qui voulaient bien et en identifiant tout ce qu'on avait pu avoir dans nos réseaux. Il y a plein d'actions qui seront intéressantes à faire connaître et plein de synergies, je pense, entre structures qui travaillent sur le domaine, qui seront intéressantes à monter par la suite. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y avait des résultats je vois qu'il n'y a pas forcément trop de questions sur les résultats. En tout cas, ça, effectivement, comme le disait Anne-Laure, je pense que Bernadette, les résultats, en tout cas, seront amenés à être diffusés plus largement. Ça fera partie d'une des actions dont on reparlera par la suite. Bernadette, oui. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Bernadette Conti de l'agence ADOC, Agence régionale de développement économique de la région Occitanie. Et moi, je suis plus sur une mission sur l'innovation. Donc, déjà, merci beaucoup pour la restitution, c'est très intéressant. Et sur le dernier point, c'est vrai que sur le qui fait quoi, les acteurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures qui font des diagnostics, hein. La BPI fait son diag eau, enfin finance. Les CCI font des diag eau, mais après, sur la mise en place d'actions, j'ai l'impression qu'il y a un petit gap sur trouver les meilleures solutions en fonction du diagnostic. Alors peut-être qu'il y a des structures qui le font, hein, je n'ai pas la connaissance de tout ce qui se fait, mais ce serait peut-être intéressant après le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait finalement? Voilà. Peut-être que vous avez des éléments de réponse par rapport à ça. Je Ouais. laisse Delphine, c'est Voilà. ça, répondre. Oui, bonjour, Delphine Krieger du pôle Aquanova, donc pôle de compétitivité de la filière de l'eau. Et donc là, je vais me permettre de parler pour nos amis et collaborateurs du pôle Aqua Vallée. Je pense qu'effectivement, quand il s'agit de trouver des solutions, notamment innovantes, les pôles sont une bonne source d'information puisque une grande partie de nos adhérents sont en fait des offreurs de solutions qui répondent chacun à des problématiques spécifiques, mais puis peuvent être retrouvés dans le cadre d'un réseau qui est déjà bien identifié. Donc voilà, et je sais qu'en Occitanie, effectivement, le pôle Aqua Vallée est comme nous, il détient cette base de données d'offreurs de solutions qualifiés au sein de leur réseau. Si ça peut aider, ça peut être une des briques à la chaîne. Oui, non, mais c'est pour trouver la meilleure, enfin la solution en fait, parce que oui, il y a beaucoup de solutions qui existent, il y a
pléthore d'entreprises qui proposent des solutions innovantes ou pas d'ailleurs. Mais en fait, c'est pour l'entreprise qui doit faire le choix, après son diagnostic, finalement, qui peut l'accompagner sur, en tout cas, lui trouver les deux, trois solutions qui seraient les meilleures pour elle. Alors, en En soi, dehors de lui donner le catalogue de toutes les entreprises qui proposent des solutions. Voilà, Alors, c'est pas alors je veux dire, c'est pas forcément un catalogue, hein, puisqu'il y a aussi un accompagnement. Et au sein de nos adhérents, il y a aussi des bureaux d'études et autres structures qui, Ouais, elles, sont spécialisées. Donc, on est aussi là pour mettre en ouais. relation de manière qualifiée, en fonction du besoin identifié auprès de la structure et des différentes propositions qu'on peut avoir en fonction du niveau de qualification du besoin. ça, c'est un des vrais. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec les différentes réponses, hein. Je pense que la démarche cohérente, c'est quand on part d'un diagnostic, derrière, c'est partir sur une phase d'étude. Aujourd'hui, c'est toujours compliqué. Enfin, là, je parle plutôt avec mon autre casquette, chef d'entreprise d'un bureau d'études dans le domaine des eaux industrielles. Je vois à quel point, pour la plupart des TPE, PME ou groupes qu'on accompagne, le fait de payer une étude, c'est complexe à justifier. Sur ce sujet-là, qui est globalement sans retour sur investissement présentable en interne dans le monde industriel. Euh, euh, donc soit il faut avoir une pression, enfin une pression ou une conscience environnementale ou une stratégie environnementale qui mette le sujet au cœur des débats et qu'il n'y ait pas de sujet. Mais aujourd'hui, enfin, d'ailleurs, si on est plusieurs bureaux d'études à être dans ce groupement de travail, c'est aussi parce que c'est un sujet qu'on rencontre au quotidien. Et ça, c'est un des vrais. C'est comment arriver à convaincre que l'étude de son cas particulier est importante pour définir la bonne solution, les bonnes solutions techniques et les bons choix de matériel, etc. C'est un vrai. Et c'est du cas par cas. Enfin, moi, je trouve ce que l'étude montre, c'est toujours du cas par cas et qu'on aimerait croire que c'est toujours, enfin, on aimerait avoir une solution et c'est pas une solution. Et d'ailleurs, dans les guides qui travaillent le sujet, euh, les guides, ils posent plus des questions qu'apporter des solutions. Parce qu'en vrai, ce que doivent faire les entreprises TPE, PME, c'est se poser les bonnes questions, idéalement avec un expert à côté d'eux pour les aider à correctement les poser, reformuler, adapter à leur contexte, euh, avant effectivement d'aller vers l'investissement de la solution qui paraît la meilleure. Mais ça, c'est un vrai sujet, hein, d'être. C'est-à-dire que, alors là, moi, c'est plutôt un témoignage, c'est comment faire prendre conscience de la valeur de ce travail d'études sur mesure, parce que derrière, ça va être souvent, mine de rien, c'est des économies en coût d'investissement et en coût de fonctionnement futur. Mais comme c'est de l'économie sur le futur, c'est très peu conscientisé par, par les utilisateurs. Oui, Michel. Ouais, peut-être juste pour enfoncer un peu le coup par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, c'est pas que de l'économie sur le futur, c'est de la sécurisation du futur aussi. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être du tout ou rien, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation où l'entreprise, elle peut plus fonctionner. Et là, c'est plus une question d'économie, mais potentiellement de survie. C'est-à-dire que là, effectivement, la vraie difficulté, puisqu'on est tous les deux en bureau d'études, c'est d'arriver à faire comprendre qu'effectivement, on est sur du cas par cas, parce que chaque entreprise va avoir des contextes très différents, des besoins différents, des moyens différents, et qu'une solution appliquée à l'un ne sera pas forcément applicable au voisin. Et que derrière, ça a une importance dans la durée et que ça vaut le coup en fait d'y réfléchir suffisamment à l'amont pour se retrouver à un moment donné où il y aura la crise qui va peut-être intervenir avec une solution qui soit fonctionnelle. Parce que c'est pas tout de dire au moment où on a un problème, qu'est-ce que je peux faire comme solution, mais des fois les solutions elles prennent du temps à être mises en place parce que trouver une ressource complémentaire, ça se fait pas comme ça en 5 minutes. Sur le papier, oui, mais dans la pratique, il faut des travaux souvent, il faut réfléchir, il faut faire des bilans, des besoins, il faut éventuellement refondre certains aspects dans les usages, dans la consommation pour faire des réductions. Enfin, il y a plein de sujets en fait à creuser pour essayer d'optimiser.
Et on voit bien, alors c'est vrai pour les villes, ça l'est aussi pour les entreprises, hein. Il faut un peu de temps pour maturer ça et trouver la bonne solution avec le budget qui soit idoine et le porter dans la durée. Et ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que la crise soit là parce qu'après, le risque, c'est le blocage complet en fait. Merci. Alors, on voulait aussi utiliser aujourd'hui ce temps avec vous pour aussi réfléchir aux actions. Alors nous, on a forcément eu dans le groupe de travail une première réflexion. Euh, mais par contre, on était curieux de savoir si, on va dire, les résultats que vous a présentés, votre expérience sur le sujet, vous permettait d'identifier ou de mettre en avant des actions particulières à réaliser. Alors, moi, par rapport à ce que vient de dire Bernadette, je note en tout cas l'idée de clarifier entre le diag. En fait, il y a un vrai sujet, effectivement, aujourd'hui où il y a plein de structures qui font des diags très simplifiés. Quand je dis très simplifié, c'est pas du tout péjoratif parce que ça permet de mettre beaucoup de petits acteurs les mains, au moins de savoir combien ils consomment d'eau, combien ils en jettent, quels usages d'eau ils ont, etc., etc. Mais par contre, ça permet pas du tout de caractériser, par exemple, la variabilité de l'utilisation de l'eau ou des choses, on va dire, qui permettent de réellement définir une solution technique derrière. Donc là, je note en tout cas dans le puzzle un sujet, une question de comment, en tout cas de clarifier comment, suite à ces diags, selon qui fait ces diags, comment orienter, notamment vers les pôles de compétitivité, effectivement, qui ont un certain nombre d'acteurs dans leurs adhérents. Mais comme point, et est-ce que comme ça, il y a d'autres, on va dire, actions qui vous paraissent évidentes à mettre en œuvre suite à cette présentation? Et si pas de réaction, à ce moment-là, je peux vous proposer de partager celle qu'on a imaginée. Et oui. Oui, c'est Magali, pôle transition pour le MEDEF. À chaud comme ça, je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a l'infosensibilisation auprès du public qui a moins la perception, en tout cas, des enjeux. Comment est-ce qu'on les mobilise sur le fait que ce soit l'affaire de tous. Et là, ça va plutôt être peut-être des illustrations négatives avec des ruptures, des pollutions et du coup, voilà, peut-être des conflits d'usage. Et il y a peut-être, et donc ça, c'est plutôt sur la perception. Donc, on est plutôt sur de l'infosensi. Alors, par qui, par quoi et par quels moyens pour que ça soit du gros volume à réfléchir. Et une autre porte d'entrée qui peut être plus sur les solutions, justement, notamment du public qui ne sait pas par quelle boule prendre. Et d'éclairer sur le panorama et enfin tout ce que vous venez de dire auparavant. Et peut-être aussi en illustrant avec des entreprises qui ont agi. Qu'elles puissent témoigner et avoir des indicateurs pour dire avant-après. Voilà, comme ça, Rachel. Merci. Peut-être que je vous propose de partager, nous, un certain nombre d'idées qu'on a notées. Avec parfois, vous verrez qu'on s'est mis aussi à rêver de manière peut-être utopiste, mais ça aura aussi pour objectif d'ouvrir le débat et vos remarques par rapport à ça. Si je rebondis là sur Magali, ce que vous venez de nous présenter, on se retrouve là sur le premier. Voilà, on parlait de Tour de France de l'eau, en tout cas pour présenter ces résultats et revenir sur le qui fait quoi. Effectivement, on n'avait pas intégré, nous, dans l'idée d'illustration négative, où au final, l'illustration négative pour la conscientisation, on l'avait peut-être imaginé là sur la ligne 3
sur l'idée de créer un serious game ou quelque chose avec, en gros, si vous aviez à faire votre activité avec 50% d'eau en moins ou avec un tarif de l'eau multiplié par 10, comment feriez-vous? Qu'est-ce que ça changerait dans vos choix de fonctionnement actuels? Ce qui peut être une autre façon de présenter des enjeux un peu plus prospectifs aussi. Donc voilà. La seconde ligne, là, les histoires de micro-formation, de journée d'acculturation, là, c'était On ne plutôt voit pour... pas votre écran, Ah, vous voyez Erwan. pas mon écran. Vous voyez quoi? Rien du tout? C'est bon de mon Si, côté. moi, C'est je le bon vois pour moi. aussi, hein, je le vois. Hein. OK. Alors, je sais pas qui ne le voit pas. Ou est-ce que la personne qui ne le voit pas le voit maintenant? Bon, je poursuis en espérant qu'il apparaisse. Donc la seconde ligne de la partie conscientisation, c'était effectivement la partie, là plutôt d'avoir on va dire pas enfin la première ligne, on est plutôt sur du grand public, enfin en tout cas toute cible visée. La deuxième, on est plutôt sur d'aller vers des cibles spécifiques. Et une activité spécifique avec des règles spécifiques, des usages spécifiques, et d'essayer de cibler certains utilisateurs particulièrement pour, par exemple, s'intéresser. Alors, si c'est les plus petits, c'est les plus petits. Si c'est une activité précise, c'est une activité précise. Donc là, c'est un peu à définir. Et là, toutes ces choses-là se font forcément en lien avec les tissus, évidemment les pôles, mais aussi les tissus locaux de chambres consulaires ou syndicats professionnels, ou en tout cas, c'était dans cette idée-là qu'on avait noté cette idée. Euh, sur la partie clarification du sujet, passage à l'action, là, la deuxième partie, on s'est noté ces idées-là. D'essayer de faire une cartographie des portes d'entrée, des acteurs, des aides possibles. Alors, pour l'instant, je sais, on n'en a pas trouvé beaucoup sur le secteur. On a trouvé un certain nombre de guides qui sont une forme de porte d'entrée, mais aujourd'hui, je pense que la multiplicité des acteurs et la complexité un peu du sujet fait que on a du mal à synthétiser ça sur un document assez simple. Donc ça, ce serait un vœu pieux et à voir comment on arrive à le mettre en musique. Deuxième chose, la non-conscientisation du sujet réglementaire et aujourd'hui, on va dire les nombreuses évolutions réglementaires avec tout ce qui est en lien avec la réutilisation des eaux et des différents types d'eau ces dernières années, peut-être nous donner envie de faire une synthèse à ce sujet. Derrière, il y a des guides existantes et des synthèses qui sont pour nous tout à fait bien, enfin voilà, qui sont qualitatives. La question, c'était peut-être, c'est comment j'arrive à rentrer et à appréhender le sujet, enfin en gros, un peu à l'image de ce que disait Bernadette sur le lien entre le diag, j'ai un problème et j'arrive à identifier la solution. C'était comment, on va dire, le démarrage du travail. Donc voilà. Ensuite, on parlait d'effectivement, ça c'est quelque chose dont qui est assez complexe à mon avis, mais c'est comment coordonner les actions. Je ne sais pas si c'est possible, si c'est pas possible, mais il y a aujourd'hui énormément de sujets, énormément de journées sur le sujet, de demi-journées, de petits déjeuners, etc., qui sont organisés par plein d'acteurs différents. Et aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est. Enfin, j'imagine que la plupart des gens autour de la table le voient passer. Donc, c'est être au courant pour des événements et des sujets de tous les acteurs pour essayer au moins de diffuser correctement l'information auprès des utilisateurs finaux et que eux puissent s'y retrouver, quoi. Derrière, sur l'accompagnement financier, c'est là où c'était peut-être un peu plus, comment dire, on va dire incertain ou en tout cas complexe sur la mise en œuvre aussi.
on s'est parlé d'un guichet unique pour la partie demande financière. Alors souvent, l'agence de l'eau est le principal, ou les agences de l'eau sont les principales financeurs de tous les sujets de travaux là-dessus. D'ailleurs, les types, enfin, tout ce qui est finançable n'est pas forcément connu par les utilisateurs finaux. Donc là, on sait qu'il y a un travail d'explication, en tout cas de sensibilisation des PME à qu'est-ce qui est finançable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis après, on s'est mis à rêver de certificats d'économie d'eau à l'image des certificats d'économie d'énergie, même si on imagine bien la complexité de mettre en place ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on voit comme, enfin là, si je fais le parallèle avec les certificats d'économie d'énergie, à quel point ces certificats ont permis le financement d'énormément d'actions sur les économies d'énergie. Et là, c'est une politique beaucoup plus globale hein, qu'il faudrait envisager, enfin, en tout cas. Voilà, mais si c'est une idée qui retient, c'est comment on la pousse, comment on en discute avec des gens qui pourraient pousser ce genre d'idée. Et derrière, il y a comment on la finance, ça c'est une autre question. Mais, euh, mais voilà un certain nombre d'idées pour ouvrir aussi le débat. Donc je ne sais pas s'il y en a qui vous parlent plus que d'autres, s'il y en a que vous trouvez aussi parfois pas forcément dans le sujet. Même si normalement on a essayé de le réfléchir avec les réponses qu'on avait eues avant. Euh, je- Pardon, mon micro était coupé. Je voulais dire que par rapport aux têtes de réseau présentes et puis aux actions que vous menez peut-être déjà vous, comment est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que ça vient combler un manque? Est-ce que c'est redondant peut-être? Enfin, voilà, ça serait intéressant de vous entendre déjà là-dessus. Du coup, Oui, Ah, oui, je vois des points de convergence. Nous, on réfléchit aussi à un tour des comités de bassin. Voilà, avec l'écosystème, avec les différents partenaires, mais aussi pour que nos territoires s'emparent du sujet et comprennent les enjeux. Donc, on en a échangé ce matin, on a présenté notre première copie à notre responsable de pôle. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais en tout cas, ça résonne. Et puis, sur la formation, c'est vraiment du partage hein, que je vous fais. C'est pas pour mobiliser et pour monter en compétence nos territoires. On a une action de formation le 16 décembre à destination de tous les territoires où on demande en fait aux MEDEF régionaux, avec leurs MEDEF territoriaux, de nous désigner une personne par structure pour monter en compétence. Donc ça, c'est par tête de, en fait, par Oui. tête de pont du MEDEF dans les territoires, en fait. C'est ça. Ok. D'accord. L'idée, c'est que vous tissiez un réseau de correspondants hauts. Oui, que chacun s'en empare puisque c'est Oui, la d'accord. problématique de tous. C'est vraiment monter en compétence. Ok, très clair. Merci beaucoup. Il y a Arnaud aussi qui levait la main. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai ma caméra qui me fait défaut, moi aussi. J'ai deux choses de remarque. La première sur la communication pour faire le lien et le parallèle avec votre demande, Anne-Laure. Moi, je vous mets le média monréseaudeau.fr à disposition si vous voulez relier vos résultats et publier des articles dessus. Donc, ça, c'est à votre disposition et je serais ravi de pouvoir vous aider à faire connaître encore plus votre travail. Il n'y a pas de doute que l'AST est connu de partout, mais c'est tous les petits travaux de tous les groupes de travail qu'il faut faire connaître. Donc, c'est un levier complémentaire, supplémentaire à votre stratégie de communication. Et puis, le deuxième point que je voulais partager sur votre idée de conscientisation et l'utilisation de Serious Game, je trouve que c'est très puissant comme outil, comme levier, et qu'effectivement, ça peut être quelque chose de très intéressant à mettre en place.
puisque c'est à la fois participatif, ça permet de vraiment faire réfléchir les gens au sujet. Moi, j'ai participé au dernier Aquathon à un jeu mis en place par le ministère de l'écologie qui s'appelle le jeu du voyageur innovant, qui projette les gens dans un futur lointain en les mettant dans des conditions très contraignantes au regard de l'utilisation de l'eau, et ça force les gens à réfléchir et à discuter autour du sujet. Donc c'est quelque chose qui est, pour ma part, enfin moi j'ai trouvé que c'était très puissant, puis ça permet de vraiment s'enrôler dans ce contexte et de vraiment conscientiser les sujets abordés par le jeu. Et je vais vous mettre dans le chat un autre jeu que j'avais trouvé intéressant. Là, c'est sur les contraintes de la production immobilière. Comment faire moins pour permettre à tous d'avoir un logement. Voilà Bon, mes 2 points. Ouais, je rebondis là parce qu'on est, enfin, si jamais vous connaissez justement des serious games sur le sujet, on est preneur des exemples pour voir parce que je pense que c'est important de savoir ce qu'il existe et pas refaire quelque chose qui existe bien ou prendre un angle d'attaque différent. En tout cas, là, nous, on voulait vraiment prendre dans la réflexion un angle d'attaque très pour l'entrepreneur ou le salarié en charge de la thématique eau dans l'entreprise. C'était ça un peu la cible. Donc, en tout cas, on est preneur de tous autour de la table. Si vous avez déjà participé à ce type de jeu, on est preneur de savoir ce qui existe parce que souvent, on ne les connaît pas. Voilà. Et c'est pas facile de connaître ce qui existe sur le sujet. Je pourrais vous mettre en relation avec le créateur du jeu que je vais vous mettre dans le chat là. Volontiers. Puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Donc, c'est un jeu de plateau et un jeu de rôle. Et ça pourrait tout à fait convenir à ce que vous cherchez à faire. Merci. Et pour le jeu dans le cadre de l'Aquathon, je me chargerai de vous mettre en relation avec, puisque c'est nous qui organisions le tout, donc je vous mettrai en relation avec on pourra voir effectivement quelles sont les adaptations qui pourraient être apportées pour correspondre à un besoin plus large. Merci beaucoup. Il y a d'autres personnes présentes qui souhaitent réagir sur ces premières idées ou la complémentarité. Karen, du coup? Oui, bonjour à tous, Karen Liémin de la CNR. Je voulais juste rebondir aussi, je trouve que l'idée du serious game et d'impliquer les gens est constructive et ça aide vraiment à s'approprier les enjeux. Sur la question des cartographies des portes d'entrée ou des aides possibles, je me demandais s'il ne pourrait pas y avoir des synergies avec des outils qui existent déjà à consolider. Je pense par exemple à l'outil Aide Territoire, qui pourrait peut-être être intéressante à renforcer sur le volet entreprise, les aides aux entreprises, et de communiquer davantage aussi sur ce type d'outil qui peut déjà exister. Voilà. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même une multitude de démarches qui sont assez similaires sur certains sujets, et c'est peut-être bien aussi de s'appuyer collectivement sur des outils qui pourraient être complétés de manière à ce qu'il n'y en ait pas trop, enfin, qu'on ne refasse pas pour des thématiques différentes des outils identiques. Pardon, je me rends compte que ma caméra est sur cet écran. Et voilà, et si on s'investit tous sur des outils communs, ça permet après qu'ils soient plus facilement appropriés. C'est noté. En tout cas, merci pour cette restitution, cette étude vraiment très intéressante de voir la perception en fonction des secteurs d'activité et des tailles d'entreprise aussi. Merci beaucoup. Merci, Karen. Merci. Et donc, c'est Aide Territoire. Au pire, vous pourrez nous mettre le lien dans Ah, il n'y a plus de micro. Je vous le mets dans la conversation. Aujourd'hui, il est peut-être Parfait. plus à destination des collectivités, mais il y a aussi un onglet, on peut faire une sélection en tant qu'entreprise. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des volets sur lesquels il peut être consolidé, mais il a tout l'intérêt d'être aussi à une échelle nationale et puis de permettre de compléter. Après, on sait qu'il y a des spécificités par bassin. Voilà, donc ça permet aussi de faire ce tri-là. Sur ce sujet,
cartographie des portes d'entrée des acteurs. Alors, nous, on n'a rien trouvé enfin, il y a des petites choses dans différents coins, mais on n'a rien trouvé de très global. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas connaissance, qu'on a mal cherché? Est-ce qu'il y en a qui connaissent des outils à ce sujet? Ça m'intéresse d'avoir des retours où on peut aussi, nous, à notre niveau, passer à côté de certaines choses, hein. Donc, faut pas hésiter à nous les faire connaître si jamais vous en avez connaissance. Sur l'outil, pardon, sur l'outil en question, c'était plus un outil des aides, là. Oui, C'est pas forcément je pense qu'il y a les deux, enfin les deux sont complémentaires et nécessaires. Il y a les aides d'un côté, par contre, effectivement, au final, selon quel sujet ou quel besoin je vais voir quel acteur, je pense que c'est un autre. Enfin, je pense qu'un outil de vulgarisation de ces premières questions serait intéressant. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des remarques ou des commentaires. Après, si pas plus de commentaires que ça, bah, l'idée pour vous, on peut parler rapidement de la suite, en tout cas de ce qui est prévu ensuite. Et puis, si jamais il y a des questions qui se rajoutent, au contraire, hein, allez-y, hein, normalement, on a un peu de temps devant nous encore. Dans l'idée, hein, nous, suite à l'idée de l'échange du jour, c'est d'avoir une première présentation, comme l'avait dit Anne-Laure, en plus petit comité pour aussi avoir la capacité d'un peu plus échanger. Et de pouvoir avoir des retours comme vous l'avez fait, hein, sur un certain nombre d'actions qu'on préimaginait, de résultats qui posaient interrogation, etc., etc. Pour la suite, nous, on a l'objectif d'ici fin d'année de définir un certain nombre d'actions et un planning de réalisation de ces actions avec le groupe de travail et les différents intervenant de celui-ci. Donc, vous en avez vu une première partie qu'on va essayer de préciser là dans le mois qui arrive, on va dire ça comme ça. Et puis l'objectif ensuite, ce sera de revenir vers les différents réseaux locaux pour ensuite déployer ces actions. Alors Anne-Laure, je te laisse peut-être me compléter, hein, par la suite, mais sur 2026, voir la suite selon la taille et l'importance des actions qu'on met en œuvre. Donc derrière, on vous ressollicitera sûrement à la fois dans des idées de diffusion, de coordination de ces actions ou de participation à ces actions. Donc, ce sera avec plaisir de travailler ensemble sur le sujet. Peut-être qu'Anne-Laure, je te laisse compléter un peu ma rapide conclusion. Merci, Arwan. Oui, notre objectif, du coup, effectivement, c'était vraiment une première étape pour le groupe de travail sur les PME et l'eau, que ce panorama de situation. L'objectif, c'était un petit peu de disposer d'une photo de départ, si je puis m'exprimer ainsi, de la situation des PME, enfin des TPE-PME par rapport à l'eau, de leur sensibilisation à ce sujet. Et donc voilà, cette enquête et la restitution qu'on vient de vous en faire, elle a permis déjà de dessiner en tout cas des tendances. Effectivement, c'est une première étape. L'objectif pour nous maintenant, c'est de voir quels peuvent être les leviers d'action pour tout simplement justement encourager cette conscientisation. On a vu qu'il y avait un fort besoin auprès des TPE-PME et puis en fonction aussi des différentes, à la fois de leur taille et puis des différents secteurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir déployer un certain nombre d'outils qui sont facilement déclinables et de s'appuyer sur toutes les forces vives que vous représentez, vous qui avez qui êtes des têtes de réseau qui avez relayé ce questionnaire ou qui avez répondu. On a notamment un premier volet d'action qui pourrait être de proposer d'aller faire la restitution de cette enquête auprès d'un certain nombre d'entités au niveau national et au niveau local, et puis d'en profiter du coup pour proposer une petite formation accélérée aux enjeux de l'eau et
Et aussi, je pense que nous, on croit beaucoup à la force de l'exemple et on sait que dans les territoires, voilà, il y a des entreprises et des acteurs qui accompagnent aussi ces entreprises localement. Donc, on aimerait vous proposer aussi des retours d'expérience et que ça soit vraiment des lieux d'échange et de rencontre entre acteurs pour pouvoir justement donner envie de creuser le sujet et puis que les entreprises qui l'ont fait puissent partager leur expérience, que ce soit voilà, les choses positives et puis les freins ou les difficultés auxquelles elles ont été confrontées. Et effectivement, cette cartographie des portes d'entrée nous semble aussi importante pour être en capacité en fait, de proposer aux entreprises euh, de rapidement savoir vers qui se tourner, parce que l'idée, c'est voilà, après, quand on est écouté et qu'on identifie des acteurs qui sont en capacité de nous accompagner, c'est plus facile, mais il faut déjà rentrer entre guillemets dans cette logique. C'est ce qu'on aimerait aussi vous proposer dans un deuxième temps. Et puis après, on prend tout, on a pris, voilà, moi j'ai bien pris note de toutes vos idées. Le serious game, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Il faut qu'on creuse un petit peu le sujet parce que voilà, il faut qu'on voit exactement ce qui existe, comment ça répond déjà éventuellement à une problématique, où est-ce qu'il y a des complémentarités à trouver si jamais il y a déjà des choses qui existent et qui sont déjà très probantes. Et puis voilà, un serious game, c'est quelque chose voilà, qui ne s'invente pas comme ça, donc il faut passer par des entreprises dont c'est le métier, et puis ensuite il faut le décliner et y donner accès au plus grand nombre pour que ça puisse essaimer aussi. Donc voilà, ça sera aussi des choses sur lesquelles on va se pencher. Donc première étape de la communication. Deuxième étape, effectivement, une réflexion sur ce qu'on pourrait faire dans les territoires sous forme un peu de tour de France, mais pour aller sensibiliser aux résultats de cette enquête et proposer des retours d'expérience et des lieux d'échange en s'appuyant sur les réseaux locaux partenaires, en s'appuyant sur les pôles de compétitivité, en s'appuyant peut-être sur les CCI, aussi sur les antennes du MEDEF et d'autres fédérations ou associations. Et puis, parce qu'en fait, je pense que clairement, on sera plus forts tous ensemble et si on peut associer nos forces pour voilà, proposer ce type d'action, ça pourrait être très chouette. Et puis, cette cartographie, du coup, auquel il faut qu'on réfléchisse effectivement, puisqu'on se rend bien compte que, en fait, vu de l'extérieur, le paysage des acteurs qui peuvent accompagner peut être perçu comme complexe. Et parfois, en fait, quand on est simplement patron de TPE ou PME, on a besoin d'être guidé et le temps, en tout cas, qu'on peut y consacrer et par rapport au reste de nos missions n'est pas forcément non plus exponentiel. Donc, pouvoir vraiment savoir à qui s'adresser en fonction de notre problématique semble important. Voilà un petit peu pour rebondir sur ce que tu proposais, Erwan, et sur vos propos les uns et les autres. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite soit compléter, soit intervenir à nouveau. Karen, je vous entends parler, mais peut-être que ce n'était pas à nous. Je ne sais pas. Vous aviez votre Non, micro. je me disais, je pense que c'est très bien. Et super. Et que voilà, si besoin, nous, on s'appliquera sur les suites. Super. Ben, vous êtes bien identifiés, donc du coup, merci. Et l'objectif, voilà, de vous proposer aussi cette restitution en avant-première, c'était de partager ensemble ce qu'on pouvait faire les uns et les autres, et puis comment on pouvait mettre en place une forme de complémentarité d'action qui seront clairement utiles aux entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, pour avancer sur le sujet. Moi, je retiens aussi ce que disait Michel finalement tout à l'heure, c'est que en fait, c'est aussi l'après, mais du coup, il faut aussi pouvoir créer les conditions d'un après. Et donc, le trop d'eau ou le pas assez d'eau, c'est aussi quelque chose qui s'anticipe, parce que quand ça se présente, les conséquences peuvent être à la fois très rapides et aussi très brutales en fonction de l'activité des acteurs concernés. Donc, y réfléchir en amont et avoir réfléchi à une sorte je vais dire de checklist d'action ou de comment se prémunir et qu'est-ce qu'on peut prévoir aujourd'hui pour anticiper les effets que ça peut avoir, ça me semble vraiment primordial. Et Michel, du coup, tu l'as bien. Oui, je lève la main parce que je voulais, par rapport à ça, en fait, je voudrais faire un peu le parallèle sur tout ce qui est urbain, en fait. On a les plans de gestion en sécurité sanitaire de l'eau, on a
tout un tas de systèmes de sécurité. On est obligé d'anticiper en fait les inondations, etc. Enfin, tout un tas de sujets sur le stress hydrique au niveau des collectivités. Il faudrait arriver en fait à décliner ça au niveau des PME parce que en fait, ils n'ont pas forcément une approche qui leur impose. Enfin, la réglementation leur impose pas en fait forcément de faire ce gros travail amont. Bon, ils ne sont pas à la même granulométrie que les collectivités, certes, mais je pense qu'il y aurait peut-être à s'inspirer un petit peu de certaines approches pour essayer d'identifier les points durs. Euh, je pense notamment au PGCSE, hein, la façon dont c'est structuré, et on s'est rendu compte au niveau des collectivités que ce sont des systèmes en fait qui sont gagnants-gagnants, c'est-à-dire que ça coûte un peu d'argent au départ, mais après ça fait faire des économies. Et donc, au global, en fait, dans la durée, ça génère des économies. Je pense que c'est un sujet peut-être qui pourrait transparaître au niveau de la communication auprès des PME en leur disant, mais ces sujets-là, ce ne sont pas que des dépenses, ce sont des sources d'économies également. Et donc, quelque part, ça serait un vecteur, en fait, pour les inciter à y aller. En fait, ça rejoint la notion de coût évité, Oui. le coût d'inaction et les coûts évités aussi. On entend beaucoup parler en ce moment effectivement, du coût de l'inaction dans des grandes communications nationales sur les impacts du changement climatique. Et effectivement, ne rien faire, c'est certes pas dépenser d'argent tout de suite, mais c'est potentiellement en dépenser beaucoup plus tard. Mm. Et effectivement, le coût de l'inaction, il est souvent assez lourd. Donc, anticiper, c'est certes probablement dépenser de l'argent maintenant, mais pour préserver le futur, ce qui semble effectivement assez crucial. Et tu disais, Erwan, tout à l'heure, qu'il y a des régions de France qui étaient déjà, des départements, voilà, des territoires qui étaient déjà sujets à de grandes difficultés, soit en termes de disponibilité de la ressource, que ce soit le trop d'eau ou le pas assez d'eau. Je pense qu'on pense au bassin Adour-Garonne, on pense aux Pyrénées-Orientales. Enfin voilà, on a tous en tête des départements ou des territoires qui font face soit au trop d'eau, hein. Je pense aussi aux Hauts-de-France avec toutes les séries d'inondations qui ont eu lieu ces 18 derniers mois et qui ont été souvent catastrophiques pour les acteurs économiques de ces territoires. Donc, que ce soit le trop d'eau ou le pas assez d'eau, il faut vraiment anticiper, s'y préparer et c'est finalement préserver aussi l'avenir de le faire. Et c'est important d'avoir en tête effectivement des sortes de plans de continuité d'activité ou des actions en tout cas qui peuvent permettre d'assurer la sauvegarde d'un certain nombre d'activités. Ouais. Bernadette, du coup, ça vous fait réagir aussi? Oui, c'était juste pour vous signaler qu'il y a un cycle sobriété hydrique qui est organisé par les CCI, dont le premier est demain. Je ne sais pas si certains l'ont repéré. C'est un petit webinaire d'1 heure. Et le sujet, c'est justement l'eau, un levier stratégique pour la compétitivité des entreprises. Donc, c'est vraiment à destination des entreprises, des PME notamment. Voilà. C'est organisé par la CCI Nouvelle-Aquitaine avec l'Agence de l'eau et CCI Occitanie. On avait vu passer cet événement, effectivement, ça avait retenu notre attention. Et Ouais, voilà. je pense qu'on peut le retrouver sur Internet, mais j'ai vu que vous veniez de partager le LinkedIn. Donc, effectivement, C'est surtout qu'il va y avoir une présentation sur le diagnostic justement fait par les CCI avec la construction du plan d'action. Donc ce qu'on discutait tout à l'heure, comment aller plus loin que le diagnostic. Donc, peut-être intéressant à écouter. Voilà. Effectivement, on a eu passé, on a pu échanger avec certaines CCI dans le cadre de l'enquête en amont et notamment en Occitanie en l'occurrence. Mais pas que, et aussi avec les Hauts-de-France, etc. Donc, en tout cas, nous, on est assez persuadés que sur les tout petits, notamment les CCI et les chambres des métiers, aujourd'hui sont les très bonnes portes d'entrée pour aller vers ce genre de cible, hein, puisque c'est elles qui sont aujourd'hui au quotidien avec ces entreprises-là, à taille un peu plus réduite. Donc, forcément que c'est tout à fait en lien avec notre travail et l'idée, c'est effectivement de tisser des liens avec tout ça. merci beaucoup. Merci à tous. Ouais. Oui, le lien, moi non plus, j'ai essayé, j'ai pas. Il marche pas. J'ai essayé 3 fois. Là. On va le retrouver, le lien, on pourra vous le remettre dans le chat. Le lien pour le webinaire de demain, c'est ça? Oui. Ouais. Je peux vous l'envoyer par contre. Ouais, si, comme ça, pour les présents du jour que ça intéresse, effectivement. Moi, je ne l'ai pas sous la main, mais voilà. Oui. Audrey, tu voulais dire quelque chose? Moi, de mon côté, le lien LinkedIn, il ne fonctionne pas. Oui, c'est pour ça que
tout à Ouais, fait mais dit. alors désolé, Merci, en fait, Bernadette. c'était pas le lien de visio que je vous ai envoyé, c'est une déclaration de la directrice générale du comité de bassin, la D'accord. Dour-Garonne, qui a fait une déclaration dans le point qui est vraiment intéressante. J'ai essayé de vous remettre ça autrement. Ok, C'est Élodie Galco. Oui. Ok. entendu. Ça marche. Merci beaucoup de votre participation, de votre écoute. Merci pour vos bonnes idées. En tout cas, nous, voilà, on continue notre travail. On a une phase maintenant, on va calibrer on va dire, de communication qui va s'ouvrir. Donc, on reviendra vers vous avec les différentes actions de communication qu'on va mettre en place. Et puis, avec les différentes actions qu'on envisage aussi sur l'année 2026, avec le soutien du coup de la Fédération nationale des banques populaires. Donc voilà, prochaine étape à suivre. On a vos coordonnées, on ne manquera pas de vous informer de la suite de nos travaux et de, bien sûr, prendre attache avec vous plus individuellement par rapport à ce que vous nous avez dit, quand il y a de la complémentarité à construire ensemble, puisqu'effectivement, si on peut avancer ensemble sur un certain nombre d'actions, ça serait une très bonne chose. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Et Merci. puis, Merci Merci. Anne-Laure. Merci à Au vous. revoir. Bonne fin de journée. Merci à tous.